Blue Kiwi en quelques mots. Donc c'est une société qui a démarré en 2006 sur la base d'une idée qu'on a mis 1 an à affiner, j'ai envie de dire, donc j'y reviendrai tout à l'heure. On a eu la chance d'être financé, enfin de faire 2 tours de financement. On a eu une centaine de clients et on a toujours une centaine de clients, enfin la société est toujours une centaine de clients, sur l'Europe principalement. Et on a terminé en étant racheté par Atos pour être au cœur d'une des initiatives en termes de réseau social les plus intéressantes de l'histoire, je trouve. C'était l'initiative Zéro Email qui a été initiée, on va dire, par son PDG que vous connaissez tous, qui est Thierry Breton. Donc j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc voilà. Société qui démarre sur la base d'une idée en 2006, revendue en 2012 à Atos, et je l'ai quitté il y a quelques mois maintenant. Donc revenons sur la genèse de Blue Kiwi. Donc on remonte un peu dans le temps, on est en 2004. Donc les fondateurs de Blue Kiwi étaient aussi associés dans une agence web. Et en 2004, on avait pris le pari d'aller sur les blogs, parce qu'à l'époque c'était vraiment complètement nouveau. Et on avait pris le pari d'ouvrir un blog public en marge de notre site web et donner l'accès à tous les employés de la société. Donc cette idée-là, finalement, nous a rendu visible au moment où tout le monde s'est mis à parler des blogs. Et pour une petite boîte comme la nôtre, on était une vingtaine de personnes, on a été du coup beaucoup sollicité sur l'usage des blogs en interne. Et ça nous a permis d'identifier qu'il y avait une attente sur une logique d'intranet social. En fait, c'est d'appliquer les blogs à un usage interne. Donc, plutôt que de répondre, comme on était une société de service, plutôt que de répondre en faisant du développement spécifique, on s'est dit, tiens, puisqu'on a eu 2-3 sollicitations similaires en quelques semaines, pourquoi ne pas essayer de penser un produit et demander finalement à ces personnes-là, enfin ces sociétés-là, d'acheter le produit, sachant bien sûr que le produit n'existait pas. Donc on a testé ça et du coup on est parti sur quelques mois où on a travaillé avec 3-4 sociétés qui étaient prêtes, qui étaient intéressées par déployer un intranet social. Donc on leur a dit, enfin, la règle du jeu elle était assez simple, on est revenu avec un concept initial en disant voilà, nous ça nous intéresse de mettre sur le marché un produit d'intranet social et est-ce qu'on peut travailler ensemble pour affiner le concept? Et puis, si au final vous vous retrouvez dans ce concept, bien sûr, vous le cofinancez, puisque le développement, on n'allait pas le financer upfront. Donc le deal a été accepté par ces sociétés-là, et donc on est rentré dans cette logique de rencontres régulières, et à chaque fois on affinait le concept. Alors on est parti à l'époque, ni Twitter ni Facebook étaient là, hein, donc quand on parlait d'intranet social, notre vision, c'était de donner finalement un blog ou un équivalent blog à chaque employé et d'agréger toutes les activités sur un portail. Donc toutes ces logiques-là, maintenant, vous sont familières, mais à l'époque, c'était assez nouveau parce qu'on arrivait avec une promesse de libération de la communication, de libération de la collaboration. On libérait au final l'entreprise. Donc l'histoire était assez engageante pour finalement pour l'organisation qui acceptait de déployer cet outil-là. Donc bien sûr, on réfléchissait à des logiques de syndication, d'intégration avec le SI, et ainsi de suite. Donc dans cette démarche-là, on était vraiment dans du prototypage. Alors au début des mock-up, qu'on essayait de rendre joli, mais pour vraiment tester des concepts. Et puis très vite, on est passé à un prototype en agrégeant des briques open source pour simuler un petit peu les promesses d'usage. Donc voilà, on arrivait en racontant de belles histoires. Et à la fin de l'année 2005, on a décidé de rendre publique cette histoire, de commencer à présenter le produit. On lui avait trouvé un nom, parce que je ne sais pas si vous avez vu au détour des écrans, à une époque ça s'appelait K-Blog et ça s'est terminé par le nom Blue Kiwi. Et donc dès lors on était à l'aise pour présenter le concept, et bien finalement on s'est saisi d'une manifestation publique qui était le Carrefour des possibles, organisé par la FING, pour présenter notre vision de la collaboration en entreprise. Et là, la surprise a été que dans la salle, on a eu un client. C'est-à-dire que quelqu'un de la direction de l'innovation de la Poste est revenu vers nous en disant
moi ça me dit, je veux bien acheter les licences. Super, sachant que le produit était vraiment, enfin beaucoup sur PowerPoint et un petit peu dans WordPress à l'époque. Donc ça a été une surprise pour nous. Donc on a commencé à en parler un peu plus au détour de réunions de blogueurs. Et il y a eu on le raconte toujours parce que ça fait partie des petites histoires de Blue Kiwi, mais finalement il y a eu un relais de billets de blog sur le sujet. Un blogueur qui parlait des nouvelles pratiques de management, à un moment au détour de son billet, dit tiens, j'ai rencontré des porteurs d'un projet qui s'appelle Blue Kiwi, et c'est exactement ça qui peut outiller finalement les nouvelles approches de management. Au-delà de ça, donc son billet a été repris, puis il a été lu par quelqu'un, un directeur commercial de Dassault Systèmes, qui s'est dit je le veux. Je veux ce produit, je veux faire une expérimentation avec ma force de vente. Donc début janvier 2006, on s'est retrouvé chez Dassault Systèmes avec à nouveau un client. Donc en quelques mois, après toute cette phase de réflexion, on avait plusieurs clients autour de la table intéressés. Alors pour l'anecdote, finalement, ceux qui avaient participé à la phase de réflexion ne sont jamais devenus clients, à l'exception d'un. Mais ça nous a permis très vite de trouver d'autres clients, alors que le produit n'existait pas, mais voilà, le concept était mûr et prêt à être entendu, on va dire, par le marché. Donc, on a continué sur début 2006 assez vite avec 4 signatures, 4 déploiements. Donc là, on était vraiment sur un prototype assez avancé en agrégeant des briques open source, mais on était bien loin d'être un vrai produit, j'ai envie de dire. Alors pour l'anecdote, Twitter a démarré à ce moment-là, donc ça nous a permis finalement de nous raccrocher à des histoires, ou du moins à des fusées qui étaient plus reconnues par le marché que nous, malheureusement. Donc jusqu'à juillet 2006, on était toujours dans l'agence web et on travaillait avec les ressources de l'agence web, mais avec investissement minimal. Là, pour le coup, on était vraiment dans le lean. On voulait valider notre process, enfin notre produit, la promesse, avant même d'investir trop. Donc, fort de nos 4 clients, on avait pu finalement financer tout ça, mais on s'est dit, là maintenant, il faut vraiment accélérer. Le métier d'éditeur logiciel n'est pas le même que le métier d'éditeur, enfin de société de service, donc on décide de créer la société en juillet 2006. Donc créer une société dans le milieu du logiciel en France, ça nécessite des fonds, enfin n'importe où, mais en France en particulier, ça nécessite des fonds. Donc en parallèle, on va dire, du développement des usages et du déploiement de la version qu'on avait à l'époque, on a décidé de lever des fonds, donc de partir dans une campagne de chercher des investisseurs. Donc là aussi, après la création de Twitter au printemps 2006, Facebook est arrivé en France à l'automne 2006. Donc là, le discours sur le social, la notion de réseau social, la notion d'engagement, et enfin tous ces effets-là commençaient à être reconnus et compris par tout le monde. Donc c'était un peu plus simple pour nous d'arriver sur le marché et d'expliquer notre promesse. Donc on a eu la chance de lever des fonds au printemps 2007. Donc là, le discours change un peu, ou du moins la règle du jeu change. Parce que dès lors qu'on est soutenu par des investisseurs, et on a eu la chance d'être assez fortement soutenu, eh bien, il faut accepter de fonctionner un petit peu différemment. Donc là, à l'époque, comme ils nous voyaient arriver avec, je ne sais plus, on avait peut-être une dizaine de clients à ce moment-là, et des grands noms. On parlait de La Poste, Dassault Systèmes, Danone, Michelin. Donc ils se sont dit, ces petits jeunes-là, il faut... je me permets de dire que j'étais jeune à l'époque, mais bon, pourquoi pas. Il faut les aider, et puis ils n'ont plus qu'à accélérer. Alors que, de mon point de vue, on était encore vraiment au tout début, et il fallait d'abord qu'on investisse sur le produit, qu'on le finalise, qu'on sorte finalement de cette espèce d'agrégation de briques open source pour faire quelque chose de disponible en SaaS qui correspondait vraiment à notre vision. Donc finalement, les fonds qu'on a levés sur ce premier tour nous ont permis d'une part de monter une équipe R&D pour vraiment délivrer la promesse qu'on avait écrite et validée, et d'autre part d'accélérer sur le marché. Donc là, je dis toujours, en recrutant beaucoup de monde pour monter vraiment un plan d'attaque assez agressif, avoir des commerciaux sur le terrain, gérer des relations avec des partenaires et ainsi de suite.
De mon point de vue, et j'y reviendrai plus tard dans les conclusions, à ce stade de l'histoire de Blue Kiwi, c'était une erreur. On n'aurait jamais dû recruter autant de monde, parce que le marché n'était pas forcément là, nous on n'était pas forcément prêts sur le produit. Donc du coup, on s'est retrouvé dans une situation un petit peu complexe à gérer. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc de 2007 à 2009, eh bien, dans la suite de la première levée de fonds, on a fait évoluer notre produit, enfin, au-delà de le faire évoluer, on l'a construit, on l'a reconstruit, j'ai envie de dire, et le marché naissant et le discours autour du social commençant à se faire beaucoup plus lisible, on va dire, par toutes les organisations, on a eu beaucoup de traction, on a été énormément visible, on a beaucoup parlé de Blue Kiwi dans la presse, on a fait beaucoup d'événements, on a fait de belles signatures, on a continué à faire de belles signatures, donc finalement, à la fin 2008, lorsqu'on a sorti BK 2009, qui est la première version importante de l'histoire de Blue Kiwi, eh bien on était sur les rails pour faire un grand succès dans l'histoire du logiciel français. Donc dans la foulée, on a fait un deuxième tour de financement avec l'entrée au capital d'Asso Systèmes, qui avait été un de nos premiers clients, mais là ils ont décidé d'entrer au capital. Et avec cette fois la demande assez expresse d'accélérer non plus sur le marché français, mais aussi sur l'international. Donc là, petit à petit, j'ai envie de dire déjà, on s'était éloigné du Lean Startup, puisque j'ai envie de dire notre succès n'était plus mesuré sur les mêmes critères. Au départ, et si vous avez tous lu Lean Startup, la clé c'est de se concentrer sur les usages que vous développez, sur la valeur que vous créez au travers de ces usages-là. Et finalement, quand on lève des fonds, vu que la règle du jeu change et que la relation avec les investisseurs fait qu'il vous amène à regarder les choses différemment, enfin, du moins dans ce qu'on a vécu, hein, j'imagine que ce n'est pas la même histoire pour toutes les organisations, mais finalement, moi, ma feuille de route, à l'époque, je dirigeais la partie produit de Blue Kiwi Software. La feuille de route, c'était vraiment d'être visible sur le marché français et de commencer à être visible sur le marché américain. Et assez naturellement, ils nous ont amenés à travailler avec des analystes comme le cabinet Gartner. Et donc, on a été visible dans le cadran. Donc, qui recense dans le cadran des solutions collaboratives, qui recense donc un certain nombre d'acteurs dans le monde. Donc vous voyez, en 2008, il y en avait un paquet. Et on est passé, donc en 2007, du cadran des acteurs de niche à 2009, on est arrivé dans le cadran des visionnaires. Et finalement, pour un investisseur, ça, c'est un succès. Mais de mon point de vue, le succès, il aurait été plus à mesurer du côté des usages plutôt qu'uniquement du côté des analystes. Donc ce que je veux dire par là, en prenant cet exemple-là, c'est que suite à la levée de fonds, notre focus a un peu changé. On a grandi en tant qu'entreprise et du coup on a changé d'indicateur, on a été mesuré différemment, on a été évalué différemment. Et de mon point de vue, c'est une erreur. Parce que là, on s'est éloigné de nos usagers. Donc deuxième levée de fonds, donc là on rentre dans la troisième phase de l'histoire et assez naturellement, pour moi du moins, je qualifierais cette phase-là d'une forme de crise d'adolescence, parce que les fondateurs finalement avaient comme l'impression d'avoir réussi leur histoire. On était parti de la vision, on a construit le produit, on avait des clients, des usages, et on nous demandait d'accélérer. Et donc là, on s'est mis à regarder d'autres marchés, et encore plus s'éloigner, j'ai envie de dire, de nos clients, parce qu'on cherchait une rupture encore plus franche, poussée par nos investisseurs. Donc on est parti, on s'est intéressé au marché américain, et avec l'ambition d'aller sur ce marché-là. Donc l'autre cofondateur, donc Carlos Diaz, j'ai oublié de le citer au début, est parti aux États-Unis donc pour nous amener sur ce marché-là. Et là, ce que j'ai vécu moi, parce que je suis resté en France avec les équipes de développement, c'est que petit à petit, il y a eu une forme de désalignement entre les différentes composantes de l'organisation.
entre la vision internationale portée par Carlos, avec des ambitions de pivot, de manière à mieux positionner Blue Kiwi sur le marché américain, la vision très opérationnelle des équipes en France, et puis la vision des investisseurs. Donc là, on est rentré dans... C'est pour ça que la notion de crise d'adolescence a beaucoup de sens, parce que finalement, on s'est tous un peu perdus. Et ça a terminé par le départ ça c'est, on va dire, il y a eu une phase assez difficile qui a suivi le départ de Carlos, de la société. Et donc on s'est finalement rabattu sur le marché français et européen. Et on a eu un nouveau CEO, des changements dans l'organisation. Et ça a abouti, cette phase-là s'est terminée par la vente à Atos. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette phase-là ? Une crise d'adolescence, ça arrive dans toutes les startups. L'histoire des startups, c'est jamais simple. Mais ce qui nous a manqué finalement, c'est d'avoir les bons indicateurs. Et je pense que quand on lit le Lean Startup, on les trouve tout de suite, les indicateurs. Parce que les indicateurs, c'est toujours, j'y reviens, c'est les usagers, c'est la valeur que vous créez, et ainsi de suite. Donc il ne faut jamais oublier ça. Quels que soient les soutiens que vous avez, quel que soit l'argent que vous levez, c'est toujours la clé. Parce que finalement, quand on a beaucoup d'argent à dépenser, on oublie ça. On oublie que l'argent, il faut d'abord le gagner. Et quand on lève des fonds, eh bien, on se retrouve à avoir beaucoup d'argent à dépenser. Et donc, la tentation, elle est assez immédiate d'oublier de regarder ce que font les utilisateurs de votre produit. Typiquement, nous, on évaluait notre produit à l'aune des concurrents, on regardait tout ce que faisaient les autres, mais on oubliait peut-être un peu de regarder ce que faisaient nos clients avec le produit. Donc en 2012, on rejoint le groupe Atos, donc quelques mots là-dessus. Bien évidemment, l'histoire change, bien évidemment, là on oublie le Lean et encore plus, on dit, qu'avant. L'histoire du zéro email, donc c'est Thierry Breton en 2011 qui annonce qu'il veut réduire drastiquement l'usage de l'email en interne par le déploiement de solutions diverses et variées, dont un réseau social. Atos, c'est 80 000 personnes. Aujourd'hui, c'est 100 000, mais à l'époque, c'était 80 000 personnes. Donc, un an après, ils décident de racheter Blue Kiwi pour mettre Blue Kiwi au cœur de ce projet-là. Donc, en termes d'expérience personnelle, ça a été passionnant à suivre, parce que déployer à ce niveau-là, donc une structure mondiale, avec ce niveau d'ambition soutenu par un CEO tel que Thierry Breton, c'était un petit peu comme boucler la boucle. Parce que le premier point, quand on a validé notre concept, et on a bien identifié que le problème, c'était l'email en interne, qui empêchait toute forme de collaboration, et ainsi de suite. Donc ça, on l'avait validé très tôt, on l'a utilisé très tôt en vente, et le fait de finalement rejoindre une initiative comme cela, je trouvais que ça permettait de bien boucler la boucle, et je l'ai tellement bien bouclé que je suis parti il y a quelques mois. Alors 3 principes, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, tout va bien, super. J'ai envie de partager avec vous 3 principes finalement que j'ai redécouverts en lisant le Lean Startup et que j'ai bien validé via l'histoire de Blue Kiwi. Le premier point, et celui-là il est clé, c'est quel que soit le projet, quel que soit votre projet, que ce soit du produit, du service, enfin... cette phase-là, elle est clé. Vous ne pouvez pas faire abstraction de cette phase-là. C'est vraiment valider étape par étape vos hypothèses, que ça a du sens, que ça répond à un besoin, que la valeur associée à cette réponse-là, elle est de temps, que vous pouvez le vendre comme ça, et ainsi de suite. Avant de recruter des vendeurs, je ne sais qui, des consultants ou initier des partenariats, il faut toujours valider ça. Donc c'est vraiment la clé. Donc souvent on a envie de prendre des raccourcis parce que très vite vous verrez, je ne sais pas, une fois que vous commencez à avoir un prototype qui marche, alors c'est peut-être très particulier à la France, mais vous allez trouver des clients référents. Limite nous on les a vécus avec La Poste, avec Dassault Systèmes. Et sauf que si vous oubliez toute cette démarche-là, vous allez les suivre et ils vont vous amener vers leur vision du produit et vous allez oublier la vôtre.
Donc il faut toujours revenir à ces fondamentaux-là et ne jamais vous arrêter. Ça, c'est le premier point à vraiment retenir. Le deuxième point, donc vous connaissez tous ce modèle-là, c'est le modèle fondateur du Lean Startup. Je dois reconnaître que les 3 premiers points sont très faciles à faire. Enfin, facile, c'est peut-être un raccourci un peu simple, mais affiner votre idée, la construire, itérer, appliquer les méthodes de développement agile, et ainsi de suite, ou prototyper avec des briques open source, c'est assez facile à faire. Avec un peu de bon sens, un peu de bonne volonté, on y arrive. Par contre, le reste, se doter des bons indicateurs en termes d'usage au niveau de votre produit, utiliser à bon escient ces data et apprendre et du coup itérer, pivoter, ainsi de suite, c'est hyper compliqué. Premier point, décider d'investir, parce que pour vraiment se doter de bons outils de mesure des usages, il faut à peu près, lorsque vous investissez un pour une feature, vous allez investir un pour la mesure de l'usage de cette feature. Bien ça, il faut accepter de le faire. Parce que la tentation, quand vous rajoutez les features, c'est de rajouter, de faire évoluer votre produit, mais ce qui est visible de votre client et de vos utilisateurs. Par contre, tout ce qui est back-office, souvent, on oublie. Et lorsque vous avez besoin de prendre une décision sur l'évolution d'une feature et que vous manquez de mesures, vous êtes un peu embêté. Donc vous allez au feeling. Et ça, c'est un risque, parce que dès que vous investissez sur une feature, ce n'est pas le temps finalement de développement de cette feature qui est important, parce que c'est assez facile à faire aujourd'hui. Mais c'est le coût a posteriori, parce que cette feature, il va falloir la maintenir. Peut-être que vous avez pris des raccourcis, il va falloir la refaire entièrement quelques années après parce qu'elle ne tient pas à la charge et ainsi de suite. Et si au final vous vous rendez compte que cette feature elle n'est pas utilisée, vous avez perdu énormément de temps et d'argent. Donc investir sur vos outils pour mesurer les usages, c'est clé. Alors bien sûr, ça peut être, si vous n'avez pas le temps d'investir sur du back-office, c'est investir sur des tests utilisateurs, des choses comme ça. Mais l'idéal, c'est d'investir sur le back-office, parce que là, c'est vraiment la preuve. Les tests d'utilisateurs, c'est toujours un petit peu faussé. Donc après, dès lors que vous avez les outils, bien sûr, mesurer les data, et après, sur la courbe d'apprentissage, là aussi, c'est un challenge, parce qu'un client, ce n'est pas la même chose qu'un utilisateur. Donc le client, enfin, surtout dans le B2B, parce que c'était notre sujet, on vendait à des clients, et eux, ils avaient une vision de l'usage qui est différente de la réalité de l'usage. Donc, il faut parler aux bonnes personnes. Et puis alors après, quand vous mettez dans la boucle des investisseurs, l'histoire est un peu différente. Donc voilà, en synthèse, les 3 premiers points sont assez faciles aujourd'hui à mettre en œuvre, et les 3 derniers sont vraiment un challenge. Donc, essayez d'investir correctement sur tous les sujets. Et le dernier point qui m'est cher, c'est, alors là pour le coup, ce n'était pas dans le Lean Startup, mais c'est Steve Blank qui l'avait écrit, et je crois qu'il y a un billet de blog, enfin sur son blog qui est assez célèbre. Ça c'est clé, parce que clairement, vous savez tous qu'une startup, c'est une organisation qui cherche son modèle, qui construit quelque chose, qui a une idée, qui a envie d'avancer dans une direction, mais rien n'est figé, quoi. Et lorsque vous levez des fonds, vous êtes tenté de structurer cette organisation comme les grands, j'ai envie de dire. Donc oui, vous avez envie de monter une équipe sales, une équipe qui va s'occuper des partenaires, une équipe qui va faire du service, et ainsi de suite. Sauf que c'est trop tôt. Si votre modèle n'est pas validé, vous ne savez pas comment le vendre, ça ne sert à rien de monter tout ça. Et c'est vrai que nous, on a passé notre temps à avoir des échanges avec nos investisseurs où, finalement, lorsqu'on était face à une limite en termes d'accès au marché, la réponse était rajouter des vendeurs. Vous voulez attaquer le marché allemand, allez, montons une équipe en Allemagne. Ouais, mais on n'était même pas sûr de notre modèle en France, alors comment le répliquer en Allemagne? Mais voilà, on avait de l'argent, donc on n'avait plus qu'à le dépenser. Même on l'a entendu de la part des investisseurs, l'argent que vous avez, c'est fait pour être dépensé. Mais il faut choisir où le dépenser. Tant que votre modèle n'est pas validé, il ne faut pas investir sur le reste. Et même chose dans le billet de Steve Blank.
Bon, il insiste beaucoup sur les différentes étapes et à partir de quand vous pouvez vraiment structurer et puis construire une grosse organisation. Ben, ne grillez pas ces étapes, parce que si vous les grillez, vous vous retrouvez avec un coût de fonctionnement qui est énorme, et là, vous êtes dans une situation assez délicate. Et le pire que j'ai trouvé, c'est qu'au final, comme en tant que fondateur, vous n'arrivez pas à exécuter votre vision comme vous le vouliez, eh bien, vous vous retrouvez à avoir des discussions avec les personnes qui sont autour de la table, soit les personnes que vous avez recrutées qui sont un peu plus seniors que vous, qui ont une expérience dans le milieu du logiciel, et là je parle de notre histoire, ou avec les investisseurs qui vous amènent dans des directions qui sont orthogonales par rapport à votre vision. Donc votre vision, elle ne peut que être validée par le marché, par les utilisateurs. Donc revenez toujours à ça, sinon vous allez vous égarer et vous prendre et vous perdre. Donc vraiment la notion de structuration de l'organisation, elle doit se faire au bon moment. Si vous le faites trop tôt, vous vous retrouvez à avoir un coût de fonctionnement énorme et vous pouvez vous perdre dans votre propre vision. Voilà, je crois que j'ai raconté tout ce que je voulais raconter. J'ai à peu près tenu le temps, je l'espère du moins. Merci. On se donne 10 minutes de questions-réponses. Bien. Vous aviez 10 clients quand vous faites votre levée de fonds et Oui. apparemment, ce n'était pas assez, selon vous, pour valider votre business model. Jusqu'où il aurait fallu aller? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour valider ce business model? C'était pas suffisant parce que les clients qu'on a eus, c'était des clients qu'on trouve souvent lorsqu'on arrive sur le marché avec une idée neuve. C'est des gens qui avaient envie d'expérimenter, qui avaient envie de tester quelque chose. Et dans ceux-là, il y en a qu'on a perdus. Je citais Michelin, on les a eus très tôt dans l'histoire, puis ils sont repartis et ils sont revenus, parce qu'ils ont re-signé il y a 1 an ou 2. Voilà, au début, c'est une fois de plus, c'est au travers des usages qu'on aurait dû évaluer, et pas uniquement au travers des signatures. Parce que dans les 10, il y en avait peut-être 2 qui avaient un vrai usage. Les autres, ils étaient dans l'expérimentation. Et là aussi, quand je parlais tout à l'heure des indicateurs, un client qui n'utilise pas le produit, ça ne veut pas dire que le produit est mauvais, mais il faut prendre du temps pour comprendre. Peut-être qu'il est mal positionné, il a été mal présenté, et ainsi de suite. Donc il ne faut pas tout de suite se dire « Oula, il faut tout refaire ». Après, voilà, l'inverse fait aussi sens. Donc voilà, en synthèse, c'est vraiment, il faut mesurer la qualité des clients au travers de l'usage qu'ils ont du produit et pas uniquement au nombre de zéros qu'il y a sur le chèque. Donc, vous avez choisi juste pour des tests. Oui, c'est ça. Que des tests. Ouais. Ah mais à l'époque, alors déjà, même toujours, hein, c'est un marché qui est difficile. Hein, déployer un réseau social dans une organisation, c'est pas simple. Il y a très peu de réussite quand même sur ce sujet-là. Si je regarde tous les déploiements réussis, c'est plutôt sur des petites structures, à la limite jusqu'à 1000 personnes. Souvent, les grandes organisations, quand elles elles retenaient BlueKiwi, c'était pour un déploiement sur un département. Donc au moment du rollout complet, tout de suite l'IT rentrait dans la discussion et puis l'IT disait non, on va peut-être plutôt prendre IBM ou Microsoft, on va arrêter d'utiliser BlueKiwi. Donc bon, maintenant que BlueKiwi fait partie du groupe Atos, l'histoire change un peu, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, au début, on était dans l'expérimentation. Donc ça ne suffit pas pour valider. Oui. Quand vous déployez votre outil, c'était vos consultants qui faisaient la gestion du changement? Alors on a fait les deux, hein. Mais on a eu des partenaires qui ont travaillé avec nous, des partenaires qui sont connus sur Paris, qui nous ont aidés dans ces déploiements-là. Parce qu'à la limite, c'était pas notre rôle, quoi, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Sur les tout premiers, avec qui vous avez fait les tout premiers développements, il n'y en a qu'un qui est devenu client? Alors, au début, on était vraiment dans le concept. C'est les 4 organisations qui étaient autour de la table. Il y en a
qu'une qui a utilisé le produit après. Les 3 autres n'ont jamais pris Blue Kiwi. Et pourquoi? Ben, il y en a une qui a fait un développement interne, parce qu'elle avait les moyens de faire un développement interne. Après, les autres, je ne sais plus. Ce qui est sûr, c'est que nous, on est passé à autre chose après, quoi. Vous pensiez que vous répondez bien à un vrai problème pour ces clients? Peut-être pas pour eux, quoi. Ou peut-être qu'ils se sont dit, le temps qu'ils arrivent vraiment sur le marché avec une solution qui répond à ce qu'on veut faire, on a le temps de faire autre chose de notre côté. Après, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion d'en reparler avec eux. Mais au moins, ça nous a permis de valider le concept. Et comme derrière, l'idée, c'était que chacun achète, enfin, cofinance le développement, c'était pas juste des discussions en l'air, quoi. Il y avait quand même une ambition pour eux d'avoir une solution. C'est tout. Et puis, il y a des questions. Monsieur? Lorsque vous dites que vous avez eu un problème de stratégie et que vous avez accéléré, entre autres sous la pression des investisseurs, est-ce que vous pensez que ce serait passé différemment si vous aviez fait un autre choix d'investisseur? On a toujours tendance à refaire l'histoire et se dire ah ben oui, si on avait eu des investisseurs américains, ça aurait été plus simple. Je ne sais pas, il faut aussi se mettre dans leur position, quoi. Ils ont mis de l'argent, ils ont fait confiance à un projet, ils veulent que ça s'exécute et donc du coup ils l'évaluent avec les éléments qu'ils ont. Donc je sais pas. À ce moment-là, ouais, peut-être qu'on aurait pu accélérer, rester focus sur le marché français. Enfin, je sais, honnêtement, je pense que ce qu'on a fait, ouais, on voulait bien faire, tout simplement. Et donc, on cherchait des solutions. À ce moment-là de l'histoire, on doutait peut-être, on se disait, ouais, puisque c'était début 2009. Il y avait des acteurs sur le marché qui étaient en train d'exploser, comme Yammer. Et quand on regardait Yammer à l'époque, on se disait, mais nous, on est beaucoup plus puissants qu'eux, donc pourquoi eux, ils explosent? Alors, on a compris pourquoi, mais on s'est dit, mince, on a raté quelque chose. Donc là, on s'est mis à douter en disant, il faut aller sur le marché américain, il faut basculer, il faut tester des modèles freemium ou autres, ou il faut aller sur les communautés externes, parce qu'on était plutôt sur l'interne, des choses comme ça. Donc, on a testé beaucoup de concepts, mais une fois de plus, là, on a oublié les bonnes habitudes du début, parce qu'il fallait qu'on prenne des décisions assez rapidement. Et pour prendre ces décisions-là, on discutait avec des analystes, on regardait ce que faisaient nos concurrents, et on faisait des erreurs. Bon. Après, peut-être que ces erreurs-là, si on s'était donné plus de temps, plus de moyens, elles auraient porté leurs fruits. Peut-être on ne peut pas refaire l'histoire aussi facilement. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Donc si vous deviez donner un conseil aujourd'hui à des personnes qui veulent lever des fonds, est-ce que c'est un paramètre à prendre en compte? Le seul conseil que je donne, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'indicateur. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer plusieurs fois dans la présentation, c'est qu'à un moment, être présent dans le cadran magique du Gartner, c'est pas ça qui fait que ça va marcher. Alors bien sûr, on sait que les grands comptes utilisent le Gartner pour sélectionner une solution. Peut-être que c'est un accélérateur sur ce plan-là, mais au final, on avait une base installée, donc on aurait peut-être pu se concentrer sur cette base installée. C'était peut-être pas séduisant dans un premier temps pour les investisseurs, mais peut-être qu'au bout d'un an ou deux, quand le marché aurait été plus présent, plus mûr, peut-être que ça nous aurait mis dans une position favorable par rapport à la concurrence. Je ne sais pas, une fois de plus, je refais l'histoire, mais ce qui est sûr, c'est que quand on fait rentrer des investisseurs, les règles du jeu changent. Donc il faut avoir des fondamentaux. Et pour moi, les fondamentaux, c'est ce qu'on lit dans le Lean Startup, c'est les usages. C'est la valeur qu'on crée au travers des usages. C'est surtout pas tout le reste. Vous avez dit que vous avez mis vos efforts sur l'expansion internationale et la création de nouveaux départements. Et Oui. aujourd'hui, où est-ce que vous mettriez vos efforts? Alors, une fois de plus, en refaisant l'histoire, je pense qu'à l'issue de la première levée de fonds, c'était trop tôt. Enfin, le marché n'était pas prêt. Alors pas du tout. Aujourd'hui, il est toujours difficile, mais à l'époque, il n'était pas prêt du tout. Donc ça ne servait à rien d'investir, de monter une équipe de 10 personnes pour attaquer le marché n'était pas là. Donc il fallait juste se concentrer sur notre produit, donc construire un produit, construire des outils de mesure des usages, être ultra performant en SaaS et capitaliser sur les clients qu'on avait à l'époque. Parce qu'ils utilisaient le produit. Donc il suffisait d'avoir une boucle itérative, d'amélioration,
Alors l'idée, c'était pas d'aller uniquement dans leur sens. Enfin voilà, c'était d'initier un dialogue créatif avec eux pour capitaliser là-dessus. Et je pense que ça nous aurait évité de rajouter des features qui n'ont jamais été utilisées parce qu'elles répondaient à aucun besoin réel, mais au final, ça nous a coûté, quoi. Donc à l'époque, et là aussi, c'est dans le Lean Startup, hein, avant de valider le modèle, hein, il faut toujours se concentrer sur... en gros, il y a 2 départements à faire grandir dans une organisation, le produit et ceux qui sont à l'écoute des clients. Donc le reste, c'est inutile. À la limite, le seul vendeur, c'est le CEO, quoi. Et au début, Carlos, et ça a toujours été notre meilleur vendeur. Donc ça ne servait à rien. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand on recrute du monde? On est en partie dépossédé de notre idée. C'est-à-dire que Carlos se retrouvait à encadrer des vendeurs. Et puis au bout d'un moment, la vente était difficile, donc il intervenait dans la vente. Donc l'un dans l'autre, peut-être que toutes ces ventes-là, on les aurait faites tout seul. Donc ça, je crois que vu la taille du marché à ce moment-là, ça ne servait à rien de structurer. Mais voilà, une fois de plus, je refais l'histoire. Quelque part, vous n'auriez peut-être pas eu besoin de fonds supplémentaires. On a toujours besoin de fonds supplémentaires, mais pour faire de bonnes choses. Le piège des levées de fonds, quand on lève beaucoup d'argent, c'est qu'on a envie de le dépenser, quoi. Et du coup, on se dit, allez, ouvrir une filiale aux États-Unis ou même en Allemagne ou en Angleterre. Très tôt, on est parti en Angleterre. On a fait 0 signature en Angleterre. Mais voilà, on avait l'argent pour.